Bonjour tout le monde, bienvenue à la Finance Perso selon Joe. On parle de santé financière, d'économie, d'investissement en bourse. Si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur ma chaîne, je vous demanderai s'il vous plaît de vous abonner. Vous avez simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite et sur la petite clochette qui se trouve juste à côté. De cette façon, à chaque fois que je vais publier une nouvelle vidéo, vous allez être notifié. Aujourd'hui, on va parler rendement. Comme vous savez, je suis un investisseur qui sélectionne un par un les titres dans lesquels il veut investir. C'est ce qu'on appelle un investisseur actif. Alors, je mets du travail, je prends le temps de faire des lectures, je fais mes analyses personnelles pour déterminer quelles sont les entreprises qui, à mon avis, sont les plus à même de mieux performer dans le marché. D'autres types d'investisseurs vont se contenter, par exemple, d'acheter des fonds indiciels qui répliquent le rendement du S&P 500 comme style d'investissement. C'est ce qu'on appelle des investisseurs passifs. À long terme, c'est vrai que la majorité des investisseurs passifs font mieux que les investisseurs actif. Parce qu'en tant qu'investisseur actif, mon objectif, évidemment, c'est de battre le marché. C'est d'avoir un rendement plus élevé que ce que je pourrais avoir en investissant seulement dans un fonds indiciel. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est de regarder le rendement du marché au cours de l'année, donc depuis que l'année 2020 a commencé, depuis aussi la chute qu'on a connue à partir du sommet du 19 février 2020, et de comparer le rendement du marché avec le rendement de mon portefeuille. Ensuite, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles mon portefeuille n'a pas le même rendement que le marché. Alors, on débute tout de suite. Le marché. Alors, comme vous savez, on est en récession. On a connu des chutes vertigineuses sur les marchés depuis quelques semaines et les chutes ont été importantes. Alors, on est tombé en bear market. Alors moi, l'indice de référence lorsque je fais mes investissements, c'est toujours le S&P 500 parce qu'il regroupe les 500 plus grandes entreprises des États-Unis qui sont essentiellement les 500 plus grandes entreprises du monde. Alors le S&P 500, si on prend comme date de référence la fin de l'année 2019 et qu'on se rapporte à la fin du trimestre actuel, eh bien, on a connu une chute de 20%. Comme vous savez, alors on a eu une chute vertigineuse et puis on a eu un rebond dans le marché baissier, ce qui fait que le S&P 500 a remonté quelque peu des plus bas niveaux qu'il a connus au cours des dernières semaines. Alors si on prend le niveau record du 19 février 2020 à la fin du trimestre là, qui s'est terminé il y a 2 jours, eh bien, on a une chute de 23,7%. C'est des chutes qui sont importantes et normalement, tous les investisseurs qui ont acheté des fonds indiciels devraient avoir une chute similaire dans leurs investissements. Donc, ce n'est pas une surprise, c'est finalement l'objectif de l'investisseur passif, donc d'avoir les gains ou les pertes de l'indice, peu importe ce qui se passe, sans avoir à constamment faire des recherches et essayer d'analyser quelles sont les meilleures entreprises, etc. Mon portefeuille m'a permis d'avoir un rendement différent de ce qu'a connu le marché au cours des dernières semaines. Alors, quel est-il? Je vous le présente à l'instant. Si on part de la fin de l'année 2019 et on se rapporte à la fin du premier trimestre de 2020, mon portefeuille a connu une baisse de 5,8%. Alors, si on compare avec le S&P 500 qui a connu une baisse de 20%, c'est pas si mal. Écoutez, je ne suis pas dans le positif, mais j'ai fait mieux que le marché. Alors, ça me réconforte un peu. Ensuite de ça, si on part du record dans les marchés du 19 février et on se rapporte à la fin du premier trimestre 2020, mon portefeuille a connu une baisse de 10,67%. Encore une fois, c'est pas si mal. C'est la moitié que ce qu'a connu les marchés en général aux États-Unis. Alors peut-être que vous vous demandez comment j'ai fait pour minimiser mes pertes dans le marché tout en restant investi. J'aurais pu, par exemple, décider de tout vendre puis conserver de l'argent. Puis là, ça m'aurait permis de finalement pas avoir de pertes dans mon portefeuille. Mais dans ce cas-là, j'aurais essayé de timer le marché, chose que je ne fais pas. Le premier élément qui m'a permis de battre le marché, c'est simplement le fait que j'ai investi tout au long de la chute des marchés. Comme je vous ai dit dans une vidéo précédemment, j'avais beaucoup de liquidités, mais non seulement ça, j'avais aussi des obligations que j'ai vendues. Donc, j'ai vendu pour environ 40 000 d'obligations que j'ai investies dans le marché à mesure que les marchés chutaient. Or, la majorité de ces investissements ont été faits à un niveau dans le marché inférieur à où on se trouve présentement en raison du rebond qu'on connaît dans le marché baissier. Ce qui fait que finalement, certaines de mes positions se sont appréciées. Si j'avais conservé cet argent en liquidité, ça n'aurait rien changé dans mon portefeuille, donc j'aurais pas eu de dépréciation, mais j'aurais pas eu de gain non plus. Alors, le fait d'avoir investi alors que les marchés étaient vraiment au plus bas,
Alors, j'ai pu avoir un certain gain sur ces positions-là. Deuxième chose qui m'a permis de battre le marché, c'est essentiellement le fait que la majorité, un peu plus que la majorité, je dirais même le 2 tiers de mon portefeuille est en dollars américains. Or, comme vous savez, le dollar américain a connu un bond assez important au cours des dernières semaines. Pour vous le démontrer, j'ai ici quelques chiffres. Alors, si on part de la fin de l'année 2019 jusqu'à la fin du premier trimestre 2020, le dollar américain a connu une hausse de 8,56 %. Puis si on part du sommet du marché au 19 février jusqu'à la fin du premier trimestre, c'est une hausse de 6,98 %. Donc, étant donné que la majeure partie de mes actifs sont en dollars américains, mais j'ai connu un gain sur finalement mes positions en américain, ce qui m'a permis de pallier à la baisse de mon portefeuille. C'est fort possible qu'on voit le dollar américain rechuter dans les prochaines semaines, donc je serais vraiment pas surpris de ça. Par contre, j'ai pas de problème, moi, à convertir mes dollars canadiens en dollars américains. La plupart, de toute façon, de cet argent a été converti il y a beaucoup plus longtemps, alors que les taux étaient plus favorables. Autre chose à savoir aussi, c'est que sur le long terme, les taux de change sont assez stables. Si on regarde par exemple depuis 1990, la moyenne du taux de change, donc Canada-US, est de 1,26. Depuis l'an 2000, on parle de 1,22 et depuis 3 ans, d'environ 1,30. Alors, les taux de change varient peu sur le long terme. Autre chose aussi, c'est que la perte sur les taux de change, donc le taux de conversion, vous l'avez seulement si vous reconvertissez vos devises, puis j'ai pas l'intention de le faire. Et si jamais je voulais reconvertir mes devises, je pourrais toujours attendre un moment où le taux de change serait en ma faveur. Par ailleurs, c'est pas comme si j'étais 100% dollars américains non plus, donc j'ai, disons, 1 tiers de mon portefeuille qui est en dollars canadiens, ce qui me permet d'avoir un hedge sur le dollar américain aussi. Bon, dans une moindre mesure, mais quand même, c'est là pareil. Je suis conscient aussi qu'il y a d'autres manières d'investir dans les entreprises américaines sans devoir convertir son argent en dollars américains, donc que ce soit à travers des fonds d'investissement en bourse, des ETF, peu importe. Mais pour ma part, je préfère vraiment investir dans les entreprises que je sélectionne. Puis, à mon avis, les entreprises les plus prometteuses se trouvent sur le marché américain. Puis, je préfère vraiment investir dans l'entreprise et non pas dans un groupe d'entreprise. Alors, si vous êtes comme moi un investisseur actif qui vous sélectionnez les entreprises une par une, bien, je crois que c'est important de toujours comparer notre rendement à celui du marché parce que si on réalise qu'année après année, on n'est pas capable de battre le rendement du marché, mais c'est complètement futile de continuer dans cette lignée. Donc, si jamais je m'aperçois un jour que, regarde, je ne suis pas capable de battre les marchés d'une année à l'autre, bien, pourquoi je me donnerais tout ce trouble-là pour faire les recherches, pour faire les analyses, pour faire les investissements de façon individuelle dans les entreprises. Ce que je vais faire, si jamais ça arrive, c'est simplement placer dans mon argent dans des fonds indiciels. D'ailleurs, j'ai déjà un peu de mon portefeuille, une petite proportion de mon portefeuille, c'est peut-être 1% dans des fonds indiciels, mais pour l'instant, c'est pas ce que je privilégie. Peut-être si je réalise dans le futur que ça fonctionne vraiment pas, et bien là, je rechangerai mes stratégies. Mais pour l'instant, ça fonctionne. Donc, année après année, je réussis à avoir de meilleurs rendements que le marché. Donc, c'est pour ça que je continue dans cette lignée. Alors, pour finir, laissez-moi savoir dans la zone commentaire si votre portefeuille a fait mieux que le rendement des marchés au cours du dernier trimestre ou pire que le rendement du marché ou peut-être le même, hein, si vous êtes dans les fonds indiciels. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir. À la prochaine.